Ce qui vient tout juste de tomber, un cargo turc transportant des fruits et légumes vers la Russie a été visé par une attaque de drones ukrainiens près de Novorossiysk. Novorossiysk, oui, Novorossiysk, voilà. Il est indiqué qu'au moins 3 membres d'équipage ont été blessés dans cette attaque. Ce n'est pas nouveau. Nous savons qu'ils ont également attaqué un cargo iranien qui allait de Russie en Iran. Nous en avons parlé la semaine dernière. Et l'autre point, c'est le blocus russe d'Odessa, qui semble exercer une très forte pression sur l'Ukraine. C'est pourquoi on voit ce genre d'attaque de la part des Ukrainiens. Que se passe-t-il, John, compte tenu de la situation sur le champ de bataille, de la pression que la Russie exerce sur l'Ukraine et du fait que l'Ukraine riposte? Chaque camp tente d'acquérir une supériorité dans l'escalade, en mer, dans les airs et au large. Et quand je dis chaque camp, je ne parle pas seulement du camp ukrainien. Je parle du camp américain, des Ukrainiens. Les drones bénéficient d'une assistance américaine. Et il faut le répéter pour que ce soit clair, c'est une opération américaine et britannique, autant qu'une tactique de guerre ukrainienne. Les drones britannico-américains à voilure fixe au-dessus de la mer Noire, les satellites américains, tout cela est intégré aux coordonnées de ciblage programmées dans ces drones, qui sont guidés en direct pendant leur vol. Tout cela constitue une opération américaine, anglo-américaine et de l'OTAN, visant à endommager la mer Noire en tant que voie d'exportation pour la partie russe et voie d'importation. Les attaques de la semaine dernière, dont nous avons parlé, comprenaient une attaque de drones ukrainiens contre des cargaisons russes de charbon destinées à l'industrie sidérurgique turque. Nous avions aussi parlé des attaques contre les cargaisons russes de céréales transitant par la mer d'Azov à destination de l'Égypte et de l'Afrique. Donc, ce que nous avons là, et vous l'avez mentionné, c'est la mer Caspienne la semaine dernière, la mer Noire, la mer d'Azov. Ce sont les mers proches, la Baltique, le golfe de Finlande au nord. Ce sont des cibles évidentes qui s'inscrivent dans la stratégie de l'OTAN, du G7 et des États-Unis, visant à détruire l'économie russe, à affaiblir l'économie russe. Cela ouvre donc la possibilité de représailles du côté russe. Vous avez employé ce terme. Vous avez évoqué le blocus d'Odessa. Pour reprendre là où nous en étions la semaine dernière, nous en sommes au point où le président Poutine doit choisir entre ceux qui préconisent de reprendre la maîtrise de l'escalade en isolant totalement l'Ukraine de ses sources d'approvisionnement. Cela ne signifie pas seulement bloquer Odessa et les ports autour d'Odessa, comme Tchornomorsk par exemple. Cela signifie isoler l'Ukraine de ses voies d'approvisionnement terrestres, principalement depuis la Pologne, couper l'électricité et créer un isolement total de la plateforme de tir qui est, en substance, l'arme de guerre de l'OTAN américano-anglaise dans la guerre contre la Russie. Il ne suffit pas de bloquer l'Ukraine. Ce n'est pas suffisant. Nous avons vu, par exemple, des attaques de drones russes contre des stations-service, des stations d'essence dans l'est de la région de Kiev. Mettre hors service des stations-service indique que les précédentes vagues d'attaques contre les dépôts de carburant et les lignes logistiques d'approvisionnement en produits pétroliers vers l'Ukraine n'ont pas causé de dégâts. Il continue. Mettre hors service des stations-service frappe les automobilistes ukrainiens. Cela perturbe les opérations sur les 6 axes du front, les axes de combat, les axes de l'armée. Mais nous sommes encore très loin d'une transformation majeure des tactiques et de la stratégie opérationnelle russe. Ce que nous avons aujourd'hui, comme me l'a dit plus tôt dans la journée un critique du président Poutine, c'est qu'une série de demi-mesures du côté russe aboutit à un échec total pour reprendre l'ascendant dans l'escalade. Et cela est de plus en plus exprimé par des Russes, des blogueurs russes, des blogueurs militaires et des commentateurs, notamment Alex Sarov,
un homme politique de l'opposition ukrainienne, une figure ukrainienne importante qui a été la cible de tentatives d'assassinat de la part de Kiev, qui vit en Crimée et publie chaque jour sur Telegram. Ce que vous voyez, ce qu'on peut lire chez Tsarev, c'est une attaque ou une critique de plus en plus discrète, mais claire, contre la réticence du président Poutine à prendre les mesures que ses détracteurs jugent nécessaires pour neutraliser ces escalades venant des États-Unis, des puissances de l'OTAN et de l'Ukraine. C'est ce que Tsarev a notamment appelé la stratégie de la grenouille ébouillantée. Mais laissez-moi vous l'expliquer. J'en ai parlé l'autre jour dans un article de Dance with Bears, et les lecteurs qui voudront savoir ce qu'a dit Tsarev y trouveront ma traduction. La stratégie de la grenouille ébouillantée est une stratégie fondée sur une idée de biologiste du XIXe siècle. Si l'on augmente lentement la température de l'eau dans une casserole, une marmite ou un récipient où se trouve une grenouille, la lenteur de la montée en chaleur va la maintenir dans l'inaction et petit à petit elle sera ébouillantée à mort. Si c'est brutal, si la chaleur augmente d'un coup, elle saute hors du récipient, elle réagit. La stratégie de la grenouille ébouillantée, c'est la stratégie des États-Unis, de l'OTAN et de l'Ukraine pour détruire lentement la Russie, en endormant et en exploitant l'indécision politique, les divisions politiques autour du président Poutine, ainsi que sa réticence à prendre de nouvelles mesures d'escalade importantes. Donc dans la description de l'attaque d'aujourd'hui contre des navires turcs, de l'attaque sur la plage de Gelendzhik, où 7 touristes russes ont été tués l'autre jour, vous avez aussi vu d'autres attaques du type de celles dont nous avons parlé, contre les entrepôts de Wildberries. Cette fois à Tchekhov, dans la région de Moscou, à Tver, également dans la région de Moscou et à Saint-Pétersbourg. On assiste donc à une escalade continue, face à laquelle la contre-escalade russe n'a pas suffi à modifier le schéma, l'ampleur, ni le caractère destructeur de la stratégie ukraino-américaine de montée en puissance progressive. Permettez-moi d'employer la même stratégie, le même type d'explication. En parlant de la stratégie russe, je dirais la même chose pour les Russes. Leur stratégie de l'ébullition consiste à placer la grenouille ukrainienne dans une situation où elle brûle. Vous savez, le pays est détruit. Ils n'ont plus rien. Vous savez, l'économie ne fonctionne pas correctement. L'armée n'est plus là. La seule chose qu'ils ont aujourd'hui, John, comme vous l'avez justement dit, Pongon, ce sont les drones et ces attaques de drones. Et nous savons que les Européens, avec les États-Unis, les aident pour la production de ces drones et leur fournissent des renseignements pour frapper des cibles au cœur de la Russie. Mais n'est-ce pas là, dirais-je, l'analyse de la grenouille? Tout tourne autour de l'Ukraine. L'Ukraine a été détruite. Non, je ne suis pas d'accord, je suis profondément en désaccord. Et la raison, c'est que le régime Zelensky est au fond un régime qui peut continuer à faire la guerre sans pays, sans peuple, sans base ukrainienne. C'est une plateforme de tir. Elle va désormais être financée à hauteur d'environ 70 milliards d'euros par an pendant au moins 2 années supplémentaires. Vous avez toutes sortes de porte-paroles philanthropiques, dont Kirill Boudanov ces derniers jours, voire ces dernières heures, qui ne cessent de répéter la même chose. L'Ukraine est une plateforme de combat. On ne peut pas la détruire en détruisant le pays ou l'économie. Non, il faut l'isoler en Occident, là où elle avait son socle idéologique pendant la Seconde Guerre mondiale. Aucune perte de population, qu'elle soit due à l'exil forcé ou à l'exil volontaire, n'a détruit le soutien ukrainien à cette plateforme de tir, ni le financement de cette plateforme. Pour les États-Unis, c'est une alternative peu coûteuse parce que, comme Trump l'a expliqué,
comme nous l'avons expliqué, les États-Unis peuvent désormais faire payer aux Européens cette guerre contre la Russie et leur faire payer l'armement et le soutien apportés par les États-Unis. C'est une structure financière complètement différente, mais le maintien de la plateforme de tir est en substance une variante de la très ancienne théorie de l'OTAN, ce qu'on appelle l'opération Gladio de l'OTAN. L'opération Gladio était une théorie, une stratégie consistant à installer derrière les lignes soviétiques, en Ukraine soviétique et dans les pays d'Europe de l'Est, du bloc soviétique, des groupes engagés, on pourrait les appeler des terroristes ou des combattants, dans une lutte de long terme contre l'Union soviétique, à l'origine dans le cadre de la stratégie de l'opération Gladio de l'OTAN, et désormais pour combattre en permanence la Russie. Cette opération Gladio du passé s'est désormais transformée en une opération de guerre stratégique très rentable entre Kiev, Lvov et la frontière polonaise. Cela peut continuer sans les rudiments de l'ancienne Ukraine, sans la population, sans les capacités de commerce et d'exportation, sans les ports. Tant que les lumières restent allumées à Lvov et à Kiev, les successeurs de l'opération Gladio, le régime Zelensky, amassent des fortunes personnelles très considérables, ainsi que des fortunes institutionnelles. Et ils seront financés tant qu'il y aura de l'argent européen et une volonté politique américaine. C'est, à mon avis, leur stratégie. C'est la stratégie. Appelons cela la structure de l'Ukraine comme plateforme permanente de guerre permanente contre la Russie. Et cela ne sera pas vaincu par une stratégie russe de la grenouille qu'on fait bouillir lentement. Je ne le crois pas, non? John, selon certaines informations, le fabricant ukrainien de missiles Firepoint aurait conclu des accords avec 13 entreprises européennes de défense pour développer, vous savez, son nouveau système de défense ou ses défenses, parce qu'ils essayent de produire des intercepteurs avec les Européens. Et il est dit que, grâce à cette nouvelle coopération, chaque intercepteur coûterait moins d'1 million d'euros, ce qui est nettement moins cher que le système Patriot. Mais admettons qu'ils parviennent à réduire le coût de ces intercepteurs. En quoi seront-ils efficaces contre les missiles russes? En quoi cela va-t-il aider? Vous avez parlé de 70 milliards d'euros de l'Europe à l'Ukraine. billion euros, 70 billion euros from Europe to Ukraine. So how long does it take? Alors, combien de temps faut-il pour épuiser tout cet argent en Ukraine? Je ne vois pas vraiment en quoi les fonds qu'ils débloquent vont faire une énorme différence sur le champ de bataille. En quoi cela va-t-il les aider? Je suis désolé, je ne comprends pas très bien. Parce que je parle des intercepteurs. Vont-ils les donner à l'Ukraine pour qu'elle produise des intercepteurs? Vont-ils les donner à l'Ukraine pour qu'elle produise des drones? Quelle serait la stratégie des Européens en Europe? À mon avis, les États-Unis, avec l'administration Trump, on sait ce qui se passe. Au fond, ils sont là pour aider, mais ils veulent tirer de l'argent de la guerre en Ukraine. Ils ne sont pas là pour faire de la charité comme l'Europe, de la manière dont l'Europe soutient cette guerre. Alors, en quoi cela va-t-il aider l'Ukraine à long terme? Imaginons dans 2 ans. En quoi cela va-t-il aider les Ukrainiens? Eh bien, encore une fois, je ne comprends pas très bien la question. La question est la suivante. L'argent que l'Europe débloque, est-ce que ce sera suffisant pour aider l'Ukraine à poursuivre cette guerre? Je dirais que oui, parce que il faut garder à l'esprit la structure dans laquelle nous plaçons cet argent. Cet argent, il se peut qu'il n'atteigne pas les 70 milliards. Il n'y aura peut-être pas réellement 70 milliards de débloqués. Ce sera peut-être moins, entre 50 et 70 milliards.
Mais les puissances européennes et l'OTAN se sont engagées à ce que l'Europe finance 2 années supplémentaires de guerre, à raison d'environ 70 milliards d'euros par an. On ne sait pas exactement comment cet argent sera dépensé, mais il le sera pour. Et c'est leur stratégie européenne. C'est la stratégie américaine, le dépenser pour la guerre, une guerre permanente contre la Russie. Alors oui, vous avez raison, toutes sortes d'accords dits de coproduction ont été conclus. So-called co-production agreements have been made. I think the Firepoint groups have in fact. Je pense que les groupes Firepoint ont en fait des liens financiers avec des membres de la famille Trump, leurs entreprises et des personnes associées à la famille Trump, ainsi qu'avec Stephen Witkoff et Jared Kushner. Tout le monde gagne de l'argent. Oui, vous avez tout à fait raison sur ce point. La possibilité de coproduire des composants en dehors de l'Ukraine afin de les intégrer dans des unités de tir exige des déplacements depuis la frontière polonaise vers Lviv et Kiev. Nous revenons donc au point que j'ai soulevé. Vous pouvez dépenser des sommes considérables en Ukraine pour diversifier votre production de drones en déplaçant les usines de drones hors des zones ciblées que la partie russe a frappées. Je ne dénigre pas la capacité des Russes à frapper des usines de fabrication de drones. Ils le font et ils disent le faire dans le bulletin quotidien du ministère de la Défense depuis des années maintenant. Le point que je soulève est un peu différent. Quel que soit le niveau des attaques russes, les Ukrainiens, avec le renseignement satellitaire américain et d'autres renseignements, avec les financements européens, avec l'aide directe allemande et d'autres pays, allemande, britannique, et ainsi de suite. Avec tout cela, la riposte russe ne réduit pas le niveau des dégâts que la partie ukrainienne est capable d'infliger. Et tant qu'ils peuvent infliger les dégâts dont nous parlions au début de cette émission, le concept d'une guerre permanente depuis une plateforme de tir ukrainienne est financé à la hauteur de ce que la partie américaine veut et vise. Sans réponse russe à cette stratégie permanente, que les Ukrainiens reçoivent 50 ou 70 milliards de dollars l'année prochaine, puis encore 50 ou 70 milliards, les montants peuvent varier. Les formes d'aide peuvent varier, mais la plateforme de tir continue de tirer. Et c'est là le problème stratégique. Rappelez-vous comment nous avons commencé l'opération militaire spéciale, telle que définie par le président Poutine. Elle avait 2 objectifs majeurs. La démilitarisation, n'est-ce pas? Et la dénazification, alors. Aujourd'hui, la dénazification est devenue impossible. Ce n'est pas simplement parce qu'on ne peut pas changer le caractère idéologique du régime Zelensky ou de tout régime qui lui succéderait à l'issue d'une quelconque élection, d'un remaniement gouvernemental ou d'un changement à la tête des services de renseignement, militaires comme civils, ou du ministère de la Défense. On ne peut pas dénazifier l'Ukraine quand l'Allemagne se remilitarise, quand le Royaume-Uni est engagé dans cette stratégie. Nous l'avons déjà dit, on ne peut pas dénazifier l'Ukraine s'il y a une nazification ou une renazification en Europe. Ce n'est pas possible comme objectif politique viable. Cela peut être un objectif dans l'esprit de certains penseurs russes pour une pause, mais ce n'est plus une guerre viable. Prenez maintenant l'objectif de démilitarisation. Dans les conditions actuelles de guerre par drone à longue portée, cet objectif n'est plus viable. Qu'il soit financé à hauteur de 50 milliards par an, de 70 milliards ou davantage, peu importe. La démilitarisation n'est plus possible, à moins qu'elle ne s'étende jusqu'à la frontière polonaise. Et tant que la frontière polonaise reste ouverte, la voie terrestre reste ouverte et les plateformes de tir peuvent tirer. Le point de tir concerne la famille Trump ou n'importe laquelle des innombrables entreprises ukraino-européennes ou ukraino-américaines. C'est une activité très lucrative pour toutes, mais elles n'ont pas besoin que le reste de l'économie ukrainienne fonctionne.
Alors, comment démilitariser cela? Comment faire? Eh bien, cela doit impliquer un élargissement de la zone tampon, comme le président Poutine l'a appelé. Pas par la région de Soumy, ni par la région de Kharkov. Il faut aller jusqu'à l'ouest, jusqu'à la frontière polonaise. Sans cela, il n'y a pas de zone démilitarisée. Il n'y a pas de démilitarisation accomplie, alors que c'était l'objectif initial de la partie russe. Donc, aucune dénazification n'est possible. La démilitarisation s'est désormais transformée. Nous sommes maintenant confrontés à ce que j'appellerais, et ce n'est pas mon opinion, je réponds en m'appuyant sur le consensus des points de vue russes que je consulte chaque jour. Un problème relativement nouveau. J'ai mentionné l'un des noms, Oleg Tsarov, mais il y en a beaucoup d'autres. Certains sont connus, certains ont des titres officiels, certains parlent discrètement à huis clos, d'autres s'expriment publiquement. Mais c'est là le problème. Appelons cela un problème relativement nouveau. Let's call it a relatively new problem.